C'est la rentrée et nous sommes ravis de vous retrouver dans ce webinaire du FC3R. Aujourd'hui, le webinaire va traiter sur le tamoxifène. Ça s'appelle Tamoxifène vers des administrations plus respectueuses du bien-être animal et plus reproductibles au niveau scientifique. Et nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui nos collègues. Elles sont toutes vétérinaires, mais ça sera présenté aujourd'hui que par Fanny et accompagnée par Fanny Stork et accompagnée par Catherine Bog et Marine Doudal. Et Fanny, elle est vétérinaire, elle est professeure à l'École nationale vétérinaire de Lyon. Elle est spécialiste en sciences et médecine des animaux de laboratoire. Et Catherine Bog, elle est également spécialiste vétérinaire en sciences et des animaux de laboratoire. Et Marine Ledoudal, elle est praticienne hospitalière à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Elle est anatomo-cytopathologiste. Et voilà, donc merci. Et je laisse la parole maintenant à Fanny. Merci. Merci beaucoup, Susanna. Merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui. Donc, comme indiqué par Susanna, je suis maintenant avec AgroSup et l'étude que je vais vous présenter a été réalisée quand j'étais encore à l'ENVA. Précédemment. Pourquoi cette étude? Eh bien, en fait, ça vient d'une longue observation. J'avais pour habitude de réaliser les autopsies sur tous les animaux qui pouvaient mourir dans notre établissement utilisateur. Et en particulier, je m'étais rendu compte que toutes les souris qui avaient reçu, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, une injection intrapéritonéale de tamoxifène, eh bien, elles présentaient toutes des lésions du péritoine et parfois même après plusieurs mois. C'était vrai pour différents utilisateurs, différents protocoles utilisant du tamoxifène. Et puis en discutant avec des collègues, eh bien, j'ai pu constater que ces observations convergeaient avec celles d'autres vétérinaires engagés dans la recherche, et je pense en particulier à Kevin Dont et Sophie Rebel-Foissé, que je remercie pour ce partage d'expérience. Et puis surtout avec Catherine Vogt, qui avait également les mêmes observations et qui m'a motivée pour qu'on fasse une étude vraiment pour caractériser ce qui se passait dans ce cas-là. Et là est intervenu l'EFC3R qui nous a soutenus dans ce projet, qui nous a aidés pour le design expérimental et puis surtout qui nous a aidés pour le financement de cette étude. Donc un grand merci au FC3R, je le renouvellerai, mais je ne veux surtout pas risquer de l'oublier. Donc un grand merci pour ce webinaire aujourd'hui et surtout pour cette étude. Alors, l'objectif de ce travail, c'était de vérifier cette hypothèse et puis de la quantifier le cas échéant, c'est-à-dire est-ce que effectivement l'injection intrapéritonéale de tamoxifène provoque une inflammation péritonéale? Si oui, est-ce que c'est systématique, c'est-à-dire tous les animaux? Est-ce que c'est généralisé, c'est-à-dire à l'ensemble de la surface péritonéale? Et en parallèle, on a eu envie de tester l'innocuité de 3 autres voies d'administration, 3 voies qui étaient décrites dans la littérature, comme efficaces. Et donc, on a choisi les voies sous-cutanées, transdermiques et orales, en se disant que s'il y en avait une qui était potentiellement meilleure que les autres, eh bien, ça allait dans le sens des 3 R pour les animaux et potentiellement de la reproductibilité scientifique aussi, puisqu'évidemment, une inflammation systématique et généralisée, ce ne serait pas favorable du point de vue scientifique. Alors, voici le plan qu'on va suivre aujourd'hui. On va commencer par une introduction relativement large, parce que, ma foi, le contexte est riche autour de ces administrations de tamoxifène. Et puis ensuite, je vous présenterai notre étude avec les résultats que l'on a pu obtenir. Alors, un mot d'introduction. Le tamoxifène, c'est ce que l'on appelle un selective estrogen receptor modulator, donc qui va agir sur la voie de l'œstradiol, mais de manière un petit peu subtile, dans le sens où, en fait, ça se comporte comme un agoniste dans la plupart des tissus, c'est ce que l'on n'a pas forcément en tête, et au contraire comme antagoniste
du récepteur aux œstrogènes dans le tissu mammaire. Et vous voyez que pour cela, ça agit avec des cofacteurs différents. Et donc, c'est cette action antagoniste à l'œstradiol dans le tissu mammaire qui explique son usage médicamenteux majeur à travers le monde, hein, comme anticancéreux, en particulier pour le cancer du sein, donc positif pour le récepteur à l'œstradiol. Donc, ce sont des protocoles classiquement hein, de 5 à 10 ans de prise par voie orale quotidienne. Vous voyez ici le médicament Princeps, hein, le Nolvadex. Il y a également des génériques en France. Voilà, l'observation depuis des décennies maintenant, hein, c'est que grâce à ce traitement anticancéreux, on peut réduire très fortement le taux de récidive d'un cancer du sein. Alors, il y a des effets secondaires hein, de nature hormonale et vous voyez notamment un surrisque, hein, notamment si la prescription dure plus de 5 ans, d'un cancer endométrial. C'est un effet hormonal, c'est un surrisque et c'est vraiment à long terme. On est sur une molécule donc, qui va être administrée par voie orale chez l'être humain, molécule lipophile, qui est vraiment non soluble en milieu aqueux. Hein, c'est réellement complètement lipophile. On a une biodisponibilité par voie orale de quasiment 100%, c'est-à-dire qu'après une prise orale, l'absorption intestinale est quasiment de 100% et la molécule arrive quasiment à 100% dans le sang. On a ce qu'on appelle un faible premier passage hépatique, on pourra en reparler. Voilà pour l'utilisation médicale hein, en médecine humaine. En expérimentation animale, et j'imagine que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, le tamoxifène est massivement utilisé comme outil génétique hein, pour induire une recombinaison génétique. Pour cela, on utilise une molécule de recombinaison, hein, la cré-recombinase, avec un domaine particulier et la plus utilisée, c'est la CRE-RT2, capable de lier le tamoxifène et pas les œstrogènes endogènes, hein, lier sélectivement le tamoxifène, ce qui fait que avec un lieu d'expression, un tissu d'expression choisi pour la cré-recombinase, eh bien l'administration à un moment choisi de tamoxifène va permettre l'internalisation nucléaire de la cré-recombinase et son action sur des sites LOXP introduits dans le génome et de manière à induire une recombinaison. Donc vous voyez que c'est un système génétique d'une très grande élégance hein, et d'une très grande puissance qui permet un très beau contrôle spatio-temporel d'un événement de recombinaison génétique. Bien. Attention, je fais un tout petit pas de côté, mais quand même pour mentionner que même quand on utilise le tamoxifène comme un simple outil, hein, il faut garder en tête que le tamoxifène a des effets pléiotropes, vraiment extrêmement larges. Je ne vous cite ici que quelques tissus, mais notamment le muscle, le foie, le tissu adipeux, le pancréas, le système nerveux, avec des actions extrêmement variées sur le métabolisme, en particulier énergétique, le comportement, sur l'efficacité d'infections virales ou bactériennes. À l'échelle cellulaire, on voit plein de voies de signalisation potentiellement impliquées, en particulier ce qui est assez prépondérant, c'est une inhibition de la voie du TGF-bêta, mais dans certaines études, on peut trouver une inhibition de l'apoptose, une réduction du stress oxydant, etc. etc. Autrement dit, il y a peu d'études qui peuvent être laissées totalement indemnes par une administration de tamoxifène. C'était une revue que j'avais faite en 2019 pour le Club des Belles Souris. Je vous invite vraiment à faire la biblio dans votre domaine d'intérêt pour voir ce que le tamoxifène peut faire. Et en tout cas, que vous soyez concepteur ou membre de comité d'éthique, il y a vraiment une règle à laquelle il faut se tenir, hein, c'est que les animaux contrôle doivent recevoir du tamoxifène exactement dans les mêmes conditions que les animaux chez qui on souhaite induire une mutation, parce que sinon il y a tout simplement le risque de conclure à un effet de sa recombinaison génétique, alors que c'est tout simplement un effet du tamoxifène. Alors vous allez me dire, oui, mais le tamoxifène, généralement, on l'injecte, et puis on regarde ce qui nous intéresse un certain temps plus tard, et parfois des semaines plus tard.
Oui, mais parfois le tamoxifène a des effets à vraiment long terme, aussi étonnant que ça puisse paraître. Vous voyez ici, je vous donne juste un exemple, mais c'est un exemple en métabolisme énergétique. Vous voyez ici des souris qui ont reçu 5 injections de tamoxifène par voie intrapéritonéale. C'est tout, 5 jours de suite. Et puis ensuite, elles ont été soumises à un régime high fat diet. Et vous voyez que les souris qui avaient préalablement reçu du tamoxifène, eh bien, ont pris beaucoup moins de poids. Et même 20 semaines après cette série d'injections, vous voyez une sensibilité à l'insuline qui est plus forte chez les souris qui ont reçu du tamoxifène. Donc, gardez ça en tête, un point de méthodologie important pour la reproductibilité scientifique. Bien, alors, si on revient à notre outil tamoxifène, quelle modalité d'administration est-ce que l'on rencontre le plus souvent? Eh bien, il y en a une qui est d'acheter un aliment contenant du tamoxifène, plusieurs dosages possibles généralement, et généralement on donne cet aliment pendant 2 semaines aux animaux. L'énorme avantage, c'est la facilité. Par contre, côté limite ou inconvénient, on a un coût très élevé. On a une cinétique en plateau également hein, de l'administration de la molécule. Ce n'est pas forcément tout à fait la même chose que par des administrations ponctuelles. Et puis, du point de vue 3R, on n'est quand même pas très bon. Hein. On est sur des très très forts dosages hein, de tamoxifène. Ça a un goût amer. Les animaux perdent classiquement à peu près 10% de leur poids en 2 semaines. Donc, voilà, ça peut tout à fait être utilisé, mais ce n'est pas le Graal, en tout cas du point de vue bien-être et possiblement pharmacocinétique. Alors, administration répétée ponctuelle, c'est l'autre modalité extrêmement utilisée. Ce que l'on voit le plus souvent, c'est 3 à 5 administrations sur une semaine, parfois un peu plus longtemps, mais on va dire que c'est le schéma le plus classique. La voie la plus décrite généralement dans les littératures, ce sont des injections intrapéritonéales. C'est également ce que l'on peut trouver sur le site du JAX. Mais on trouve parfois également la voie sous-cutanée ou transdermique ou orale. Et donc, nous avons choisi d'étudier ces 4 voies puisque leur efficacité est validée. Et nous n'avons pas du tout fait une étude d'efficacité, hein, mais d'innocuité, voilà, avec des voies dont on sait que des chercheurs ont pu les utiliser pour réaliser leur recombinaison d'intérêt. Bien, alors je vous propose que l'on balaye ces différentes voies d'administration de manière assez générale, de manière particulière à l'injection de tamoxifène, quand il y a des choses décrites dans ce sens. Commençons par l'injection intrapéritonéale, hein, extrêmement utilisée. Le principe, en tout cas l'objectif d'une injection intrapéritonéale, c'est d'injecter la solution dans la cavité péritonéale. Et là, je vais prendre un tout petit instant pour un petit peu d'anatomie, pour vous expliquer, vous rappeler ce que c'est que le péritoine. Donc concrètement, là, sur ce schéma, le péritoine, c'est cette lame bleue, hein, donc c'est un mésothélium, un épithélium qui borde une cavité célomique, si ça vous rappelle vos cours d'embryo. Et vous voyez ici donc ce que l'on va appeler du péritoine pariétal contre la paroi. Et puis ici, du péritoine qui vient entourer chaque organe abdominal. Hein, chaque organe abdominal est bordé par du péritoine que l'on appelle viscéral. Évidemment, ça ne vous aura pas échappé qu'une cavité abdominale de souris, ça ne ressemble pas à ça. Il n'y a pas toute cette lumière disponible. C'est au contraire plein comme un œuf. Ça ressemble beaucoup plus à ça. Mais voilà, vous retrouvez là le péritoine pariétal ici, mais également ici, là, qui entoure aorte, veine cave, caudale et les reins. Et puis ici, qui se réfléchit, cette lame blanche, hein, autour de chaque organe, eh bien, le péritoine viscéral. Là, l'estomac, le foie, la rate, par exemple. Et puis j'ai indiqué le mésentère. Le mésentère, ça fait partie du péritoine viscéral. Et concrètement, c'est cette longue lame
ici, cette large et longue lame, hein, que l'on découvre quand on cherche le jéjunum. Donc concrètement, ça relie ensemble toutes les anses du jéjunum. Évidemment, les anses elles-mêmes sont recouvertes, hein, par le péritoine, donc qui se réfléchit à ce niveau-là. Voilà. Donc, vous voyez que le but du jeu, quand on fait une injection intrapéritonéale, ben, c'est de viser ces espaces ici, qui sont quasiment virtuels, hein. Le volume libre est extrêmement faible. Alors, on est sur une administration extrêmement utilisée en expérimentation animale, hein, vraiment extrêmement utilisée, jugée très facile par la plupart des utilisateurs dès qu'ils en ont fait une petite dizaine. J'aimerais souligner que c'est une voie qui n'existe pas en médecine, ni en médecine humaine, ni en médecine vétérinaire. En tout cas, il y a des utilisations extrêmement particulières pour des traitements de carcinose, donc de cancer du péritoine, qui peuvent utiliser une injection dans le péritoine, mais ce n'est absolument pas comme ça, en injectant à l'aveugle, comme on le fait sur nos animaux. Pourquoi est-ce que ça ne s'utilise pas? Parce qu'il y a des risques de lésions d'organes, hein. On pique comme ça en humaine ou en véto avec une sonde d'échographie quand on veut viser un organe particulier pour un prélèvement, etc. Mais on ne pique jamais en aveugle parce que sinon, on sait bien qu'on aurait trop gros risques de lésions d'organes. Et en plus, je vais revenir sur ce point-là, on est sur une voie qu'on ne contrôle pas du tout. Concrètement, on ne sait pas où on a injecté. Donc, juste un petit mot qui dépasse ce séminaire ici, mais gardez en tête que vous soyez dans le public ou dans des CRO, si vous travaillez sur des études précliniques, ça ne fait pas beaucoup de sens d'utiliser la voie intrapéritonéale, hein. Quelle que soit la substance que vous testiez, on n'est absolument pas translationnel. Vous allez me dire, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on est sur un outil génétique chez la souris, on n'est pas du tout dans un but translationnel. Évidemment, la question est différente, mais je pense que c'est important de le garder en tête. Plus embêtant, en tout cas pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, hein, on est clairement sur la voie d'administration la moins fiable, parce que malgré de l'expérience, hein, eh bien, on injecte fréquemment dans un organe, et donc en dehors de la cavité péritonéale. On a des risques de lésions, on peut perforer un organe, on peut perforer un gros vaisseau. Et puis, si l'on n'injecte effectivement pas dans la cavité péritonéale, eh bien, il y a aussi un risque d'échec de notre expérience. Et donc, que l'on conclue à tort que ce que l'on a injecté ne marche pas, etc., alors qu'en fait, c'est simplement qu'on ne l'a pas envoyé dans la circulation systémique. Donc, ça pose une question de reproductibilité scientifique. Et puis, ça amène probablement, dans certains cas, à réinjecter, à faire des séries d'injections en se disant, bon, bah, je ne sais pas trop combien il y en aura qui marcheront, mais sur le nombre, ça devrait finir par marcher. Ouais, c'est pas très satisfaisant du point de vue scientifique et vraiment pas du point de vue 3R. Faible fiabilité de cette voie, les auteurs qui ont étudié ça utilisent parfois le terme d'injection dans une boîte noire, hein. Personnellement, j'ai coutume de dire qu'une intrapéritonéale, bah, c'est une intrasouris, hein. On prend une souris, puis trac, on injecte dedans. On n'a aucune idée de l'endroit où on a injecté. Il y a eu pas mal d'études, hein, qui ont quantifié cette erreur d'injection, et le plus souvent, il y a parfois des études où c'était plus que ça, mais la plupart du temps, on est entre 10 et 20%, et c'est ce que j'ai pu constater dans nos propres études, quand on avait de quoi voir si ça avait marché ou pas. C'est largement inhérent à la technique, c'est-à-dire que ce ne sont pas les débutants qui font 20% et puis on est à 0 quand on est expérimenté, pas du tout. On plafonne à 10-20%. Il y a 2 optimisations que l'on trouve dans la littérature. C'est le fait d'injecter systématiquement dans le cadran postérieur droit de l'animal, hein, je précise. Pourquoi? Parce que le sécom est généralement à gauche. C'est généralement vrai chez la souris. Le rat, c'est vrai à 80% des cas. Et ça
ici. Et puis, ce qui marche également apparemment mieux, c'est aussi d'être à deux. Une personne qui tient l'animal et une autre qui injecte. Par contre, tout ce qui est d'incliner l'animal et de tenter d'aspirer avant d'injecter, ça c'est prouvé que ça ne sert à rien. Typiquement, si on est dans le sécom, on ne peut pas aspirer le contenu du sécom, on ne se rendra pas compte qu'on est dedans. Beaucoup d'études là-dessus et surtout une excellente revue, vraiment très complète, si vous voulez avoir plus d'infos sur ce point-là. Et puis sur le risque d'erreur d'interprétation, parce que en fait, on a eu un taux d'erreur d'injection important, je vous invite à lire cette publication qui a quantifié plusieurs scénarios. Ça fait réfléchir. Alors voilà hein, une étude qui avait montré ce qui se passait quand on injectait un produit de contraste. Ils avaient fait des radios derrière. Vous voyez ici une injection intrapéritonéale réussie. Donc concrètement, ça va baigner l'ensemble des organes. Là, c'est le rein que l'on voit, que l'on devine. Ça a été une injection rétropéritonéale, donc autour du rein. Ici, c'était l'intestin grêle qui avait reçu le produit de contraste. Et puis ici, en fait, c'était passé en intravasculaire. Donc, c'est le foie et la rate qui ont capté le traceur. Je remercie au passage Virginie d'Anglemarie et Delphine Voir pour des discussions très enrichissantes à ce sujet. Un mot maintenant de cinétique sur la voie intrapéritonéale. On a coutume de dire que c'est aussi rapide qu'une voie intraveineuse. En réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et là, je vous renvoie en particulier à cette étude très complète, cette revue très complète. En réalité, ça dépend vraiment des molécules injectées, de leur taille, de leur liposolubilité, etc. Ça dépend aussi du site dans lequel finalement va se retrouver la solution. En particulier, le péritoine viscéral absorbe nettement mieux que le pariétal. Évidemment, on n'a aucune idée hein, d'où on injecte quand on injecte. Et puis, un point qui peut potentiellement vous intéresser, en fait, quand on injecte par voie intrapéritonéale, on a ce que l'on appelle un premier passage hépatique, exactement comme pour la voie orale. Le premier passage hépatique, ça signifie que quand une molécule est absorbée dans l'intestin, en fait, elle est absorbée, et donc elle passe dans la circulation porte, la veine porte, et donc elle arrive d'abord au foie avant d'être envoyée dans la circulation systémique. Et donc, selon les molécules, il y a des fois où le foie arrête très vite, détoxifie, etc., la molécule, et donc finalement, il n'y a pas grand-chose qui arrive dans le sang. Pour le tamoxifène, je vous ai dit, on est quasiment à 100% hein, de passage systémique. Mais voilà, sachez que voie orale ou voie intrapéritonéale, étonnamment, peut-être, ça passe par un premier passage hépatique. Le péritoine est un tissu extrêmement réactif, très très sensible à tout ce qu'il peut rencontrer, et il y a déjà quelques descriptions de péritonite induites par des injections de composés huileux. En particulier, c'est bien décrit pour l'huile minérale hein, comme étant inflammatoire. Et les collègues qui travaillent en immunologie utilisent parfois une injection d'huile pour créer une réponse inflammatoire qui les intéresse. Évidemment, dans tous les autres cas, c'est un effet indésirable. Alors, on a quelques études qui rapportent hein, cette péritonite, notamment pour le tamoxifène. La première que j'avais trouvée, c'était celle-ci. Et là, je vais vous présenter deux autres études. Une avec de l'huile et une, avec de l'huile en l'occurrence, deux études avec de l'huile. Vous voyez ici une première étude où ils ont comparé l'injection d'huile de maïs de qualité pharmaceutique ou non, 4 injections toutes les 48 heures. Ils n'ont pas noté de douleur, d'altération de l'état général des animaux dans ces 3 groupes. Par contre, chez tous les animaux qui avaient reçu de l'huile, mais pas le sérum physiologique, ils ont noté des foyers inflammatoires. Vous voyez ici sur la face viscérale du diaphragme, hein, la face inférieure du diaphragme. Et vous voyez ici des scores d'inflammation à 8 jours et puis à 21 jours. On voit que c'est
prononcé à 21 jours dans les lots qui ont reçu de l'huile par rapport à ceux qui avaient reçu du sérum physiologique. Autre étude, cette fois où ils ont testé 4 huiles alimentaires différentes, 5 injections 5 jours de suite et analyse 3 semaines plus tard. Et c'était une étude en particulier sur les cellules immunitaires. Là non plus, ils n'ont pas détecté de signes d'inconfort chez les animaux. Par contre, tous les animaux qui avaient reçu de l'huile par voie intrapéritonéale avaient des lésions macroscopiques et microscopiques d'inflammation péritonéale généralisée. Ils avaient des changements dans les populations cellulaires et chez eux, l'huile minérale et l'huile d'arachide étaient les plus inflammatoires par rapport à l'huile d'olive et de maïs. Alors, vous voyez ici, abdomen non traité, ici les 4 types d'huile. Vous voyez qu'avec l'huile d'arachide, on voit encore les bulles carrément d'huile 3 semaines plus tard. Et puis là, rien non plus avec gavage par voie orale. Et là, les scores d'inflammation particulièrement hauts pour arachide et huile minérale. Voilà pour le contexte de la voie intrapéritonéale. Je vous rassure, ça va aller plus vite pour les autres. C'est la voie péritonéale qui est la plus complexe, on va dire. Injection sous-cutanée, le principe est très simple. On vise l'hypoderme, concrètement, donc ce tissu très lâche qui est sous le derme et encore plus loin l'épiderme. Bien, c'est une injection très facile, extrêmement utilisée en médecine vétérinaire, assez négligée en expérimentation animale. Et là, je pense que tous les formateurs, les organisateurs de formation réglementaire dont je fais partie, on a un gros travail de ce côté-là pour apprendre ce geste. C'est clairement la voie la moins douloureuse de toutes, en injection. Et c'est une voie qui est extrêmement fiable, c'est-à-dire que si on retraverse, par exemple, eh bien, on voit tout de suite qu'on a échappé du liquide, on ressort, on voit exactement ce qui nous manque, on reprend, on réinjecte, on sait exactement si l'animal a reçu 100% de la dose ou pas. Attention, il faut injecter des choses compatibles avec ce tissu, à la fois en composé et en solvant. Voie transdermique, là, l'idée, c'est de déposer quelque chose sur la peau pour qu'il passe en systémique à travers la peau. C'est classiquement ce que l'on appelle du spot-on. Si vous avez un chat ou un chien, vous avez peut-être déjà appliqué un antiparasitaire externe par cette voie-là. Bon, bah là, ils font des composés qui n'irritent pas la peau toujours, et puis dans un contexte capable de traverser la peau. Pour le coup, c'est vraiment peu utilisé en expérimentation animale. Voie orale. Là, l'idée, c'est de réaliser une administration buccale ou gastrique pour un passage systémique après absorption intestinale. C'est évidemment massivement utilisé en médecine humaine et vétérinaire. En expérimentation, on nous arrive de mettre des substances dans l'eau de boisson ou dans l'aliment ou de l'administrer par gavage. Généralement, dans pratiquement tous les établissements utilisateurs, il y a des personnes compétentes pour ce geste-là que vous voyez ici. Et puis, le raffinement extrême qui prend énormément d'ampleur ces derniers mois et on peut vraiment s'en réjouir, c'est le MDA, la prise spontanée au bout d'une micropipette quand on arrive à rendre appétant ce que l'on a à donner à l'animal. Bon, là évidemment, il faut toujours pareil, des composés qui ne soient pas irritants pour les muqueuses digestives et qui soient biodisponibles, c'est-à-dire qui vont être absorbés et qui ne vont pas être tout de suite détruits par le foie. Encore une fois, le tamoxifène est un médicament utilisé par voie orale en médecine humaine avec une biodisponibilité quasiment totale et généralement, on dilue regisement le tamoxifène dans des huiles végétales qui sont alimentaires, donc qui sont compatibles avec la voie orale. Hop, et pardon, je vous renvoie pour le MDA, un webinaire du FC3R du 13 mars qui était extrêmement convaincant.
Bon, donc notre projet a été de tester l'innocuité des 4 voies que je vous ai présentées, dont l'efficacité prouvée par la littérature. Donc concrètement, pour la voie IP sous-cutanée et orale, on avait 3 groupes d'animaux. Des animaux qui recevaient seulement de l'huile de maïs, qui est le solvant le plus classiquement rencontré pour le tamoxifène, de l'huile de maïs avec du tamoxifène ou du sérum physiologique de grade pharmaceutique injectable. Et puis pour la voie transdermique, ce qui est décrit, c'est dans de l'éthanol absolu. Donc là, on avait 2 groupes. On n'a pas poussé le vice jusqu'à mettre du sérum physiologique sur la peau des souris. Donc de l'éthanol ou de l'éthanol avec du tamoxifène. Donc, on aborde le matériel et méthode. Donc concrètement, huile de maïs, la plus décrite dans la littérature, tamoxifène, le plus décrit dans la littérature, dilué, pareil, à la dilution la plus classique, 20 mg ml pour l'huile, pour l'éthanol à 10 mg ml, c'était de l'éthanol absolu, de grade biomol. Les animaux, on était dans un fond C57 Black 6, on a utilisé des mâles et des femelles, entre 2 et 3 mois au démarrage de l'étude, 4 à 5 animaux par sous-groupe. Et donc, les animaux ont reçu 3 administrations à 2 jours d'intervalle sur une première semaine. Donc, on était à des volumes de 5 ml kg pour voie IP sous-cutanée orale, 10 mg kg par voie transdermique. On a suivi ce qui était vraiment le plus décrit pour ces différentes voies. Dans tous les cas, les animaux ont reçu la même dose, c'est-à-dire 100 mg kg à chaque administration. Les animaux ont été pesés, ils ont eu un suivi quotidien et donc ils ont été mis à mort 2 semaines après cette semaine d'injection de tamoxifène et on a mis en œuvre plein de prélèvements différents. Donc, je vous rappelle les 4 voies qu'on a utilisées. Donc concrètement, elles ont toutes été réalisées par des personnes très expérimentées sur ces gestes-là. Point particulier, je vous ai dit injection intrapéritonéale, eh bien on a fait ça du mieux qu'on pouvait, donc systématiquement dans le cadran postérieur droit. Injection sous-cutanée en région interscapulaire. Lavo oral, on a utilisé un gavage avec une sonde droite rigide parce que c'était ce qui était le mieux maîtrisé dans l'équipe. La voie transdermique, on a utilisé un dépôt sur le dos après une tonte la semaine précédente sur quelques centimètres carrés à la micropipette. Et là, je tiens à remercier très chaleureusement Laurent Lecam et son doctorant Mathieu Lacroix de l'Institut de recherche en cancérologie de Montpellier, qui utilise très classiquement cette voie depuis très longtemps. J'avoue que je ne connaissais pas ce protocole et ils nous ont vraiment guidés pour un partage de protocole parfait, clé en main. Donc, je les en remercie vraiment vivement. Au moment de la mise à mort, pesée des organes majeurs, et puis fixation en formol systématiquement du foie et du rein pour une étude de toxico classique, on va dire, et puis après des organes d'intérêt pour chaque voie, donc le bloc œsophage, estomac, duodénum pour la voie orale, la peau, là où avaient eu lieu les administrations pour la voie sous-cutanée et transdermique. Et puis pour la voie intrapéritonéale, on a rajouté la paroi abdominale, plusieurs organes abdominaux, et puis le mésentère pour donc une analyse anatomopathologique après fixation en formol. Résultat de ces expériences. Déjà, on peut noter qu'on n'a pas eu d'incident lors des administrations, quelles qu'elles soient. On a eu une stabilité du poids des animaux sur ces 3 semaines cumulées. Un état général qui restait très bon pour toutes les voies. Vous savez peut-être que lorsque l'on administre du tamoxifène à des mâles, se développe très rapidement un œdème scrotal. Alors, ce ne sont pas les testicules, c'est vraiment autour des testicules, c'est le scrotum, vous voyez, qui gonfle comme on peut le voir ici. On l'a bien vu pour toutes les voies, sauf la voie transdermique. D'accord, voilà, ça a été le point un petit peu particulier sur cet œdème scrotal.
Évaluation de la douleur. Vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est évidemment un point important de cette étude. Donc la semaine d'administration, on a évalué les animaux tous les jours et puis ensuite les semaines suivantes tous les 2 jours. On avait bien conscience que les signes cliniques peuvent être très différents selon la nature de la douleur particulier, les travaux de Matthew Leach à l'université de Newcastle sont extrêmement éloquents dans ce sens. Alors, à ma connaissance, c'est en plusieurs publications, et il n'y a pas tout dans les publications actuelles, mais ils ont vraiment pu mettre en évidence des signes très discrets, hein, un mouvement du dos, un mouvement de la paroi abdominale, etc. Quand des rats, des souris ou des lapins avaient des douleurs particulières. Et un point intéressant, c'est que toutes leurs observations étaient faites par caméra, à distance, des animaux. Et typiquement, les lapins, ils décrivaient très bien que dès qu'ils regardaient les lapins, ils ne voyaient absolument plus rien. Il fallait que le lapin soit tranquille tout seul pour qu'il exprime des points de douleur. Alors, on n'a pas utilisé de caméra, ce qui aurait été évidemment beaucoup plus lourd, mais infiniment plus sensible. On a quand même réalisé des observations de plusieurs manières, déjà à distance, puis après ouverture de la cage pour regarder le comportement des animaux, leur posture, éventuellement une grimace faciale le cas échéant. Et puis ensuite, leur posture et leur locomotion hors de la cage sur le plateau de la hotte de change. Je vais y arriver. Concrètement, on n'a vu aucune anomalie sur ces points-là, quels que soient les groupes. Par contre, posture et locomotion spontanée en dehors de la cage, on a eu des observations intéressantes. On n'avait rien sur les animaux qui avaient reçu le tamoxifène par voie sous-cutanée, orale ou transdermique. Et par contre, pour les animaux, pardon, j'ai oublié d'indiquer que ces observations ont été faites à la fois par 2 personnes qui ont mené ces études, je vous les présenterai tout à l'heure, Armelle et Sarah, puis par moi, à des moments différents de la journée, et en ne sachant pas quel animal avait reçu quoi. D'accord. Et concrètement, chaque jour d'observation, lorsque les animaux avaient reçu un traitement par voie IP, eh bien, on pouvait observer pour certains animaux un dos voussé. Alors, c'est le cas pour cet animal. Je vous préviens, ça n'a rien de spectaculaire. Sinon, on ne serait pas les premiers à décrire des signes cliniques associés à ces injections. Tchouk. Voilà. Cet animal, si on le regarde bien, il a un côté rond. Voilà. Et tout le temps de l'observation, il est assez rond. D'accord. Voilà. Ça, c'était typiquement un dos plus voussé que les autres. D'accord. Ça, c'était la première observation que l'on pouvait faire chez certains animaux. Et puis, chez d'autres, on pouvait observer une récalcitrance à marcher. Alors, là encore, ça n'a rien de spectaculaire, mais par rapport à d'autres qui clairement marchaient très bien. Alors, attendez, hop. Est-ce que ça veut bien? Alors, pourquoi? Il faut que je prenne le curseur. Ouais, voilà, pardon, je coupe le son. Ça, c'est une souris qui pour nous avait une locomotion parfaitement normale. Hein, vous voyez la souris un peu stressée de se retrouver dans un open field là, et qui court vite et bien. Et puis vous allez voir là 2 autres souris qui marchent, hein, mais nettement moins. Et puis moi je suis revenue un peu plus tard dans la journée, j'ai observé la même chose. Hop. Encore une autre là, vous voyez, bon elle accepte de marcher, mais il faut un peu la pousser quoi. Globalement, sur la minute où on les observait, ce n'était pas la même distance parcourue. Là, je pense que vous reconnaîtrez tous une souris parfaitement normale. C'est bon? Bien. Vous allez me dire, ouais, c'est quand même pas très spectaculaire tout ça. Oui, mais ce qui l'est plus, c'est le cumul de ces observations, encore une fois, hein, en aveugle par rapport à ce qu'avaient reçu les animaux. Vous voyez que sur le cumul des 9 observations réalisées par animal, eh bien, on n'a jamais observé ces 2 signes cliniques, ni dos voussé, ni récalcitrance à marcher chez les animaux qui avaient reçu du sérum physiologique par voie intrapéritonéale. Donc concrètement, il n'y a que les animaux qui avaient reçu de l'huile ou de l'huile avec du tamoxifène
qui présentait l'un ou l'autre de ces signes, parfois les deux. Vous voyez que c'est extrêmement variable d'un animal à l'autre. Et cet animal, il y a un seul jour où il a présenté un dos voussé. Celui-ci, quasiment à chaque fois. Et par contre, il n'a jamais présenté de récalcitrance à marcher. Vous voyez la subtilité de ces signes, hein, qui sont c'est assez original par rapport à ce que l'on score d'habitude en douleur. Alors, si on réalise l'analyse sur un format plus classique, hein, on va dire, vous voyez là le cumul par animaux, on est à 0 hein, à chaque fois pour le sérum physiologique et on a une différence significative pour le dos voussé. On manque de puissance pour la récalcitrance à marcher, mais avec l'ensemble des deux, on retrouve une différence significative. Conclusion de cette évaluation de la douleur, hein, uniquement les animaux qui ont reçu de l'huile avec ou sans tamoxifène par voie IP ont présenté un dos voussé ou une récalcitrance à marcher. Et attention, ces signes étaient le plus souvent intermittents, les deux signes étaient le plus souvent indépendants, selon les animaux, selon les jours. Et voilà, à ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a une identification de signes cliniques associés à l'injection intrapéritonéale d'huile chez la souris. Et vous voyez que les modalités sont un petit peu particulières. Autopsie, maintenant. Concrètement, mâles et femelles ayant reçu du tamoxifène par voie orale ou transdermique, absolument rien de particulier à l'autopsie. Ceux qui l'avaient reçu par voie intrapéritonéale, eh bien, sérum physiologique, pareil, aucune observation particulière. Par contre, ceux qui avaient reçu de l'huile avec ou sans tamoxifène, on avait des anomalies systématiques. Alors déjà, on avait systématiquement un aspect huileux du péritoine et puis on pouvait trouver des dépôts blancs sur les organes. Je vous montre des exemples. Ça, c'est une ouverture tout à fait normale de cavité abdominale chez la souris. C'était du sérum physiologique. Et puis là, je vous montre 3 exemples d'animaux qui ont reçu de l'huile plus ou moins tamoxifène. Là, vous voyez un aspect brillant, brillanterne, ce n'est pas du tout comme ici, donc avec une présence d'huile hein, qui persistait. Là, on peut voir des dépôts blancs sur la paroi abdominale. On peut aussi en retrouver ici, hein, donc ce sont des foyers d'inflammation. Là, on est sur le foie, face diaphragmatique. Concrètement, ici, c'était quasiment systématique, face diaphragmatique du foie. Bien. Maintenant, animaux qui avaient reçu du tamoxifène par voie sous-cutanée, sérum physiologique, RAS. Huile avec ou sans tamoxifène, lésion systématique. Alors, sérum physiologique, je vous montre la face interne de la peau. Il y a des poils. Il n'y avait pas de poils chez les souris. Hein, c'est au cours de l'autopsie. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi on n'a pas cherché à éliminer les poils et à faire tout beau. Parce que ça, c'est une souris qui avait reçu du sérum physiologique. Mais ça, c'est une souris qui avait reçu de l'huile avec du tamoxifène. Ce serait pareil avec juste de l'huile. Vous voyez des grosses bulles d'huile persistantes dans le tissu sous-cutané. Et puis, si on effleurait ces bulles, elle claquait et on avait de l'huile absolument partout. Très concrètement, toute l'huile qu'on avait injectée se retrouvait là, dans ces grosses bulles sous-cutanées. Bon, analyse en anapathe hein, des différents tissus. Je vous la fais courte, voie orale, transdermique, RAS. Rien de particulier à voir. Je vous montre que ça a bien été fait par des spécialistes européennes. Rien de notable. Voie intrapéritonéale, sérum physiologique, aucune lésion. Par contre, dès que les animaux avaient reçu de l'huile avec ou sans tamoxifène, là, il y avait des lésions caractéristiques, inflammatoires, marquées, de nature lipogranulomateuse et chez tous les animaux et sur l'ensemble du péritoine. On avait pris plusieurs secteurs, hein, je vous l'avais dit. Donc vous voyez ici par exemple le mésentère, vous vous souvenez, c'est cette grande lame qui relie les anses du jéjunum. Voilà à quoi ça ressemble chez une souris normale. C'était le cas avec le sérum physiologique. Et vous voyez tout de suite que c'est beaucoup plus violet chez les animaux qui ont reçu de l'huile avec ou sans tamoxifène. C'est une réaction inflammatoire. Dans ce tissu. Ici, c'est même ce que l'on appelle un tissu lymphoïde tertiaire qui s'est créé en 2 semaines, c'est-à-dire que c'est
comme un nœud lymphatique, mais à un endroit où normalement il n'y a absolument pas de tissu lymphoïde organisé. Donc vous voyez une lésion inflammatoire majeure, ça c'est le mésentère, mais on avait la même chose dans l'espace foie-diaphragme, hein, où je vous ai dit qu'on retrouvait systématiquement des dépôts. Et bien là, vous en voyez un. On a le diaphragme de ce côté, on a le foie ici. Ici également, grosse lésion inflammatoire dans ce territoire. Paroi abdominale également, hein, donc on est sur la paroi musculaire, vous voyez, très propre avec le sérum physiologique. Et ici, à nouveau, c'est papier très violet de tissu hautement inflammatoire. Voie sous-cutanée. Je vous rappelle, on a des bulles d'huile. Eh bien, en fait, autour de ces bulles d'huile, il y avait des lésions inflammatoires, à nouveau de type lipogranulomateuse. Et là encore, chez tous les animaux qui avaient reçu de l'huile avec ou sans tamoxifène par voie sous-cutanée. Donc là, c'est un peu plus complexe. C'est de la peau, là, tout à fait normal. Et ici, on a un épaississement du tissu sous-cutané et de l'accumulation de cellules inflammatoires autour de ce qui reste de l'huile. Hein. Toutes ces lacunes, là, c'est là où il y avait de l'huile. Donc, on a des scores d'inflammation. J'aime bien cette présentation parce qu'elle est vraiment frappante. Hein. On voit bien que les animaux qui ont reçu du sérum physiologique n'avaient rien et qu'on change de catégorie dès qu'on a reçu de l'huile. C'est la même chose pour les différents sites qui ont été scorés hein, de péritoine. Donc, à chaque fois, c'est un animal hein, par colonne. On n'a rien avec le sérum physiologique. Et là, eh bien, on rentre dans du jaune, orange, voire orange vraiment foncé. Sous une forme plus classique, hein, vous voyez les scores d'inflammation péritonéale et les scores d'inflammation sous-cutanée. Donc en conclusion, pour ces lésions macro et microscopiques, eh bien, tous les animaux qui ont reçu de l'huile avec ou sans tamoxifène par voie intrapéritonéale ont présenté des anomalies à l'ouverture de la cavité abdominale et ça correspondait à l'analyse anatomopathologique à une inflammation lipogranulomateuse généralisée du péritoine, hein, quel que soit l'endroit du péritoine qu'on est allé regarder. Et tous les animaux qui avaient reçu de l'huile avec ou sans tamoxifène par voie sous-cutanée ont présenté des bulles d'huile sous la peau, associées, là encore, à une inflammation lipogranulomateuse des tissus adjacents. Donc, concrètement, hein, on a une inflammation systématique associée à l'injection intrapéritonéale ou sous-cutanée d'huile, alors que l'on n'a aucune lésion associée à l'administration par voie orale ou transdermique. Et là, on est allé un petit cran plus loin parce que finalement, voie orale ou transdermique, on a le droit d'utiliser du tamoxifène extrait à partir d'un comprimé, ce qui présente l'intérêt d'être un grade pharmaceutique. Et puis, je ne vous le cacherai pas, d'être à coût extrêmement réduit. Hein. Le Nolvadex, qui est le Princeps, donc qui est même 1 euro ou 2 plus cher que les génériques, eh bien, vous voyez qu'on est à 12,50 € du gramme, ce qui est un petit peu plus que chez un fournisseur classique, on va dire, de produits chimiques. Et pour le coup, j'avais connaissance que certaines équipes, de manière empirique, utilisaient des comprimés broyés dans une émulsion pour administration par voie orale et qu'ils avaient les recombinaisons qui les intéressaient. Donc, on a fait l'essai de broyer de manière standardisée 4 comprimés à 20 mg de Nolvadex, de les remettre en solution, soit dans de l'huile de maïs, soit dans de l'éthanol absolu, et puis de vortexer, d'agiter, de centrifuger, etc., de manière à récupérer un surnageant qui potentiellement avait extrait du tamoxifène. Et puis, en collaboration, on a pu bénéficier d'une analyse quantitative par spectrométrie de masse. Et voici le résultat. Donc, concrètement, on attendait 20 000 mg par litre si on avait 100% d'extraction. Vous voyez qu'on est de manière extrêmement reproductible hein, et presque très nette à 50% de taux d'extraction dans l'éthanol absolu.
grosse surprise pour nous. Dans l'huile, là encore, c'est très reproductible. Mais par contre, on est sur un taux d'extraction très faible, autour de 1%. Donc, s'il y a parmi vous des personnes qui utilisaient une extraction comme ça à partir de comprimés avec une solution lipidique, que ça marche et que vous avez le dosage du tamoxifène, je serais très très intéressée du partage d'expérience. Parce que là, concrètement, hein, il faudrait injecter 6 ml, enfin, il faudrait administrer par voie orale 6 ml si on voulait être sur les mêmes doses que celles classiquement décrites, ce qui évidemment n'est pas jouable. Alors, soit vous avez des solutions qui marchent mieux que ça pour extraire, soit peut-être que ça suffit, en tout cas dans certains cas. Dans les deux cas, ce serait extrêmement intéressant d'avoir ce partage d'expérience. En tout cas, vous voyez que pour la voie transdermique, cette extraction est tout à fait compatible. Juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on ne peut pas injecter d'éthanol par voie, administrer d'éthanol par voie orale, et encore moins par une voie injectable. Hein. D'accord? L'éthanol, là, c'est strictement pour une voie transdermique. Bien, on en est à la conclusion. Vous voyez que la voie intrapéritonéale, et j'insiste, hein, je vous rappelle quand même que c'est une voie vraiment très peu fiable en termes de taux d'erreur. Eh bien là, ce que l'on a pu démontrer, c'est que l'injection d'huile avec ou sans tamoxifène induit une inflammation péritonéale, donc une péritonite chimique, généralisée, c'est-à-dire absolument partout dans la cavité péritonéale et systématique. Tous les animaux sont touchés, associés à des signes de douleur. Tous les animaux, à un moment ou à un autre, ont présenté un dos voussé et ou une récalcitrance à la marche. C'était quantifiable à l'échelle d'un groupe et de plusieurs jours. Vous avez vu que c'était avec des modalités un peu particulières pour la mise en évidence. Voie sous-cutanée, eh bien, on a observé, là encore systématiquement, une inflammation des tissus adjacents. Donc, concrètement, l'usage des voies intrapéritonéales et sous-cutanées pour l'administration d'huile avec ou sans tamoxifène, parce que ma foi, vous pouvez utiliser de l'huile pour injecter d'autres choses, eh bien, en fait, c'est à risque du point de vue du bien-être des animaux. On a une douleur qui est liée à de l'inflammation et question également de reproductibilité scientifique. On induit une inflammation, on a potentiellement un risque d'interférence scientifique selon ce qui nous intéresse. Par contre, on a des voies orales et transdermiques qui ne s'accompagnent d'aucune lésion ni macro ni microscopique, d'aucune gêne ou douleur qu'on aurait pu objectiver en dehors de l'instant d'administration. Pour le coup, je peux vous dire que le gavage était réalisé par un collègue qui maîtrise formidablement bien ce geste. C'était extrêmement impressionnant de voir à quel point c'était extrêmement rapide et dès que la souris était remise dans sa cage, c'est bon, elle passait à autre chose. Le dépôt transdermique, les souris étaient très surprises. C'est froid, l'éthanol, et donc sur le coup, elles ne trouvaient clairement pas ça agréable. Voilà. Mais là encore, c'était l'affaire de quelques dizaines de secondes, on va dire. Un mot, attention, que vous soyez concepteur ou membre de comité d'éthique, si vous voulez changer de voie ou si vous voulez promouvoir ce changement de voie, et je ne peux que vous y encourager, c'est important de valider qu'avec cette nouvelle voie, vous retrouvez bien les doses, les nombres, la fréquence d'administration qui vous permet d'obtenir la recombinaison que vous souhaitez. Commencez par une étude pilote sur quelques animaux. Étude pilote incluse dans une DAP, évidemment. Donc concrètement, la conclusion, c'est que les voies orales et transdermiques sont à privilégier pour l'administration de tamoxifène et d'une manière générale de substances liposolubles. La voie transdermique est compatible avec l'utilisation de comprimés. On a un taux d'extraction de 50%. Et, point extrêmement intéressant, la voie orale pourrait être raffinée par une prise spontanée, donc par MDA. Et là, je vous renvoie à la seule étude, à ma connaissance, publiée aujourd'hui, qui est magnifique. C'est une très, très grosse étude. Ils se sont donné beaucoup de mal. Et là, maintenant, il y a vraiment un protocole clé en main
pour administrer du tamoxifène, en l'occurrence dans une émulsion de lait concentré sucré. Le tamoxifène est avant dissous dans de l'huile d'une manière très particulière. Il faut vraiment aller voir le protocole, c'est pas simple. Mais ce qui est clair, c'est que ça marche. Donc il y a 3 jours d'entraînement sans tamoxifène et puis ensuite ils rajoutaient le tamoxifène là-dedans. Les animaux le prenaient très bien et ils ont eu de très bons taux d'efficacité de recombinaison. Donc, un raffinement possible pour cette voie. Il me reste à remercier toutes les personnes impliquées dans ce travail, en particulier Sarah et Armel, qui étaient à ce moment-là étudiantes en 2e année du BUT à l'IUT de Créteil, qui ont réalisé toute cette étude, tout le suivi des animaux, les mises à mort, les prélèvements, etc., avec un sérieux vraiment remarquable. Laurent Guillot, assistant ingénieur dans l'équipe de l'ENVA, qui, comme toujours, était absolument formidable avec les animaux, les protocoles, tout ce que vous voulez. Soumaya, qui postdoc, qui a aidé beaucoup de moments et qui notamment a pris en charge le broyage bien standardisé des comprimés. Je remercie évidemment les 2 anatomopathologistes, Marine Ledudal et Morgane Pertuis, qui ont réalisé toute l'étude de pathologie. Catherine Vogt pour tout, du début à la fin, et pour être là encore aujourd'hui. Fanny Magisson et Florent Raffin de l'IRBA, qui travaillent actuellement sur des prélèvements issus de ces souris. Et puis Laurent Descoster et Thomas Mercier de l'Université de Lausanne, qui ont réalisé les dosages du tamoxifène. Et puis les membres du comité d'éthique de l'ENVA, qui ont mis leur temps et leurs compétences au service de l'évaluation de ce projet. Un grand merci évidemment aussi au FC3R pour financement et design.